Ce programme vous est offert par Illico Cash. Adoption par les élus nationaux de 2 projets de loi, l'un portant rectification de la loi de finances exercice 2024 et l'autre portant réédition des comptes exercice 2023. Un hélicoptère a connu un crash ce mercredi à l'aérodrome de Ndolo, deuxième aéroport de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, l'on ignore encore les causes de cet accident. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'ici. Au pouvoir depuis 1966, le Parti démocratique du Botswana est bien parti pour remporter l'élection présidentielle derrière la candidature du chef de l'État sortant Mokwesi Eric Masisi et face à une opposition divisée. Et je suis heureuse de vous présenter cette édition de la mi-journée, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Télé 50. À l'Assemblée nationale, le rapport de la Commission économique et financière sur le projet de loi portant réédition des comptes 2023 et le projet de loi de finances rectificative du budget 2024 a été adopté par la plénière face au dépassement budgétaire constaté et la mégestion financière. L'ECOFIN a formulé quelques recommandations pour l'exercice 2025. S'agissant du projet de loi rectificatif du budget 2024, le rapport de la commission ECOFIN que préside l'honorable Guy Mafuta a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget de 44 milliards 410 millions de francs congolais par rapport au budget initial prévu en équilibre de 40 milliards 986 millions des francs congolais, soit une augmentation de 8,4%. Cela est principalement dû à la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et la SICOMINE, dont l'essentiel des ressources sont affectées aux investissements et aux infrastructures. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont-elles aussi reçu un regard particulier au cours de ces travaux de l'ECOFIN auxquels ont pris part les syndicalistes de certains secteurs publics du pays sur demande du président de la Chambre basse du Parlement. Les recommandations formulées par l'ECOFIN tant à l'endroit de l'Assemblée nationale et du gouvernement gravitent autour de poursuivre les réformes entreprises depuis quelques années en matière de lutte contre le coulage des recettes de l'État, renforcer l'encadrement du secteur minier en tant que grand pourvoyeur des recettes de l'État par la lutte contre toute forme de fraude minière en vue de s'assurer de la traçabilité de tous les produits miniers sortant du territoire national. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant réédition des comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui a été fait à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission ECOFIN. L'ECOFIN de l'Assemblée nationale recommande ce qui suit à l'exécutif national en matière des recettes, mettre fin aux exonérations dérogatoires, renforcer la collaboration et la synergie entre les écrits du ministère des Finances et les établissements publics qui interviennent dans la mobilisation des recettes afin d'harmoniser et de consolider les données des comptes spéciaux et budgets annexes. À la suite de la position de la plénière qui approuve les conclusions des rapports de la commission ECOFIN relatifs à l'examen des 2 projets de loi sous examen, nous pouvons considérer que les conclusions de ces 2 rapports ont été adoptées, n'est-ce pas? Merci. L'heure est donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025, essence même de cette session budgétaire. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé hier mardi la RDC et le Rwanda à renforcer leur coopération avec l'Angola pour finaliser le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le retrait des forces étrangères présentes dans la région. Et dans le cadre de sa mission d'inspection et d'itinérance, le Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, s'est rendu au guichet unique de création d'entreprise pour rencontrer son directeur général afin de se rassurer des avancées dans cet établissement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a effectué ce mardi une visite de travail au guichet unique de création d'entreprise. Après son échange
avec le directeur général qui lui a fait part des avancées significatives, notamment par la mise en place d'un logiciel informatique qui permettra de créer dans un bref délai une entreprise d'une part et d'autre part sa gratitude pour l'amélioration des conditions salariales des agents et cadres de son institution ainsi que les difficultés liées au cadre de travail qui devient minimum. L'autorité de tutelle de cette institution technique a échangé avec les agents à qui il a demandé de se donner à fond ainsi que plusieurs orientations dans l'exercice de leurs tâches. Nous sommes venus nous enquérir de la situation du guichet unique des créations d'entreprises sur le plan fonctionnel, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de prise en charge des agents. Vous nous avez soumis un certain nombre de problèmes que nous avons à notre tour transmis à la hiérarchie. Nous avons travaillé pour, et je pense qu'aujourd'hui, des résultats concrets commencent à se faire voir. Entre autres, c'est l'amélioration de votre barème. Il faut noter qu'il s'agit d'une deuxième visite du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux dans ses services publics. Dans un point de presse commun tenu à Lubumbashi, 3 ONG dont CIJR et Justicia ASBL réclament la libération de Kafouti arrêté le 2 octobre dans l'affaire de l'aérodrome de Mulunde. On va suivre un extrait de ce point de presse avec les avocats Hubert Chiswaka et Timothée Mbouya représentant ces ONG. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent conforter l'accusation des services de renseignement contre M. Kafouti, prétendument pour atteinte contre la sûreté de l'État. Il n'y a aucun élément. Tous les services rencontrés ici à Lubumbashi et à Lukonzolo, il n'y a aucun élément qui peut porter à croire qu'il y aurait atteinte contre la sûreté de l'État. Nous faisons juste 2 recommandations. Au service de renseignement et à l'ANR, de libérer M. Kafouti, parce qu'il n'y a rien contre lui. À défaut de le libérer, mais M. Kafouti, c'est un citoyen qui est protégé par la Constitution comme tous les autres citoyens. Bon, qu'on le défère devant son juge naturel, et là, le juge va analyser est-ce que M. Kafouti a raison ou bien a tort. Parce que jusque-là, on le prive de son droit de présenter ses moyens de défense. Il est en détention, isolé dans un cachot de l'ANR, il n'est pas visité par sa femme, son avocat lui est inaccessible, l'arrestation de Kafouti est arbitraire et sa détention est illégale. C'est contre le droit constitutionnel de M. Kafouti. Tous les services de sécurité rencontrés ont été au moins unanimes sur une chose. En tout cas, matériellement, il n'y a aucun élément qu'on peut brandir aujourd'hui qui atteste que Kafouti et son chef, son patron, étaient en train de porter atteinte à la sûreté de l'État. La seule chose qu'on nous dit, c'est que, apparemment, le fait de réhabiliter une piste d'aérodrome serait constitutive d'une infraction d'atteinte à la sûreté de l'État, ce qui n'est pas correct. En bref et en images, un hélicoptère a connu un crash ce mercredi à l'aérodrome de Ndolo, 2e aéroport de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, on ignore encore les causes de cet accident. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'ici. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, séjourne dans les territoires de Moba, dans la province du Tanganyika. Au cours de cette visite qui vise à redynamiser les FARDC, Guy Kabombo a présidé le Conseil territorial de sécurité en vue de consolider l'autorité de l'État. Accompagné du gouverneur de province, Christian Kitungwa, et du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les générales Ishalingoja Nduru Jacques, le patron de la Défense nationale a présidé le Conseil territorial de sécurité en vue de consolider l'autorité de l'État et a profité pour une visite de quelques infrastructures des FARDC. Ce Conseil territorial de sécurité a réuni les autorités locales des différents secteurs, les officiers militaires de la garnison des Moba ainsi que les chefs coutumiers des différents chefferies des Moba.
Les discussions ont gravité autour des défis sécuritaires spécifiques du territoire des Moba, notamment les dossiers de la milice Mutono qui présente la volonté de déposer les armes et de se rendre sans se battre. Guy Kabombo Mwadianvita a sollicité l'implication des chefs coutumiers dans le processus de restauration de l'autorité de l'État afin de garantir une approche inclusive et participative pour une paix durable telle que voulue par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi la visite de quelques infrastructures afin d'évaluer les capacités opérationnelles des troupes de cette partie du pays, notamment les bâtiments de la territoriale, la visite de cette maison en ruine, historiquement connue sous le nom de la colline de l'État, rappelant la guerre de Moba 1 et Moba 2. Ainsi qu'une descente aux édifices de la 222e base navale en état de délabrement très avancé, située au port international de Moba. Rappelons par ailleurs que le territoire de Moba est stratégique pour les FARDC car il ouvre ses frontières lacustres à 2 pays, à savoir la Tanzanie et la Zambie. La fondation Jojo Mondiki Mapata a volé au secours de plus de 1600 déplacés de guerre à Bunia en province d'Ituri. Le patriotisme, c'est la motivation qui anime cette fondation connue pour ses innombrables actions en faveur de personnes vulnérables. Cris de joie, chants de remerciements, voilà l'expression du soulagement manifesté par ces hommes, femmes et enfants déplacés des guerres du site Bandaï à l'arrivée de la fondation Jojo Mondiki Mapata. Des sacs de riz, farine, maïs, haricots, bidons d'huile, bref, une quantité importante de vivres et non-vivres. Voilà l'assistance apportée par la fondation Jojo Mondiki Mapata, l'homme au grand cœur, à plus de 1600 déplacés des guerres de ces sites situés en province de l'Ituri. C'est très satisfaisant. Tunashukuru mambo kitu anafanya hapa hata mtu mmoja babado fika na ile. Pour M. Bakulu Mukulu, coordonnateur national de la dite fondation, ces gestes manifestés par Jojo Mondiki Mapata n'est rien d'autre qu'une preuve d'amour et du patriotisme pour son pays. Et maintenant, l'homme au grand cœur, Jojo Mondiki Mapata, lui il dit il aime le pays. Le Congo est un indivisible. Il a eu le cœur de penser que nos frères des Ituri ont aussi droit à la vie. Alors il m'a envoyé, en tant que coordonnateur national, de venir ici vous remettre le paix qu'il a gagné, parce que les autres ont choisi les loisirs, lui il a choisi de soutenir ses frères et sœurs. Voilà la motivation. Que toutes les communautés se regardent, se fixent les yeux. Il est temps, personne n'a gagné dans cette guerre. Nous avons perdu. Il est temps de se réconcilier, de chanter l'hymne de la paix autour du leadership de notre gouverneur, Johnny Luboya Nkacha. Rappelons que la fondation Jojo Mondiki Mapata n'est pas à sa première activité caritative dans la partie est du pays. Elle venait il y a peu déposer le même geste à l'endroit des déplacés et militaires et FARDC à Goma. Dans un mémorandum lu à Lubumbashi le week-end dernier, les jeunes réunis au sein de la dynamique de jeunes autochtones demandent l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur pour que le droit des autochtones soit respecté à tous les niveaux. Voici un extrait de leur mémorandum. Nous, dynamique de jeunes autochtones du Haut-Katanga, avons le plaisir de s'adresser à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation de la République démocratique du Congo. La Constitution de la République démocratique du Congo et les traités dûment ratifiés par elle prônent et mettent en priorité les droits des peuples autochtones dans tous les domaines de la vie nationale. Ce faisant, les aléas et l'équilibre de la vie politique actuelle dans la province du Haut-Katanga nous plongent dans le désarroi et le mépris des intérêts des peuples autochtones. La dynamique des jeunes autochtones lance un cri d'alarme aux autorités nationales, provinciales et locales de ne pas nuire à l'image du chef de l'État, car le chef a besoin de tout pour accomplir sa vision. Ainsi, demandons ce qui suit. Le respect des différences socio-culturelles doit être de vive observation. La paix sociale et l'attente sont les atouts
pour préserver la solidarité nationale et provinciale. Les postes politiques doivent être gérés en province en respectant le droit et valeurs des peuples autochtones. La hiérarchie tant nationale que provinciale être en mesure de protéger et faire respecter les intérêts des peuples autochtones. Le Haut-Katanga est une terre d'espoir, d'accueil chaleureux et doit être équilibrée pour la paix et la quiétude. La dynamique des jeunes autochtones du Haut-Katanga entend sur ce donner une mise au point pour permettre de faire régner la paix et l'amour entre toutes les communautés. Après le jeune protestant, l'inspecteur général chef de brigade en charge de province a été mandaté à nouveau par l'inspecteur général chef de service de l'IGF pour prendre part à la conférence organisée par le Rassemblement des leaders pour le développement. Comme partout ailleurs, le représentant de Jules Alinguete a, dans son exercice pédagogique, présenté les travaux de l'inspection générale des finances dans son combat de lutte contre la corruption. L'inspecteur général chef des brigades des provinces et entités territoriales décentralisées, Christophe Bitassimois, est parti du bilan de 2019 jusqu'en 2023. Face à ces jeunes, l'émissaire de Jules Alinguete a profité de l'occasion pour inviter les uns et les autres à prendre leurs responsabilités afin de lutter contre les antivaleurs, dont la corruption sur toutes ses formes. Et la jeunesse est un peu en charnière entre la famille et les responsabilités. Les jeunes sont encore à la maison, pour la plupart, et demain, c'est eux qui vont prendre en main les responsabilités, les rênes du pays à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on cible les jeunes comme une partie de la population à sensibiliser, nous pensons que nous sommes dans les bons. Et des occasions comme ça sont des occasions qui nous permettent justement de passer le message et leur inculquer les bonnes valeurs, pour que demain, ils puissent redresser la pente. Message bien capté par l'assistance qui promet de faire le relais. Et le président du RALID loue le travail de l'IGF. Déjà, il s'avère très important d'avoir l'IGF dans ce genre d'activité parce qu'il n'y a pas mieux que de préparer les décideurs de demain, dès aujourd'hui, à ne pas être des délinquants sur le plan de la gestion. Donc, il nous a été très bénéfique et très important d'avoir l'IGF. L'inspection générale des finances, qui suit à la lettre les instructions du chef de l'État, celle d'implémenter la bonne gouvernance, travaille aussi dans un principe de redevabilité vis-à-vis des populations, d'où sa participation à ce forum. Dans l'actualité également, élections au Botswana. 1 million d'électeurs sont attendus aux urnes dans le cadre des élections générales. 4 candidats sont en lice à la présidentielle, dont le président sortant Mokwesi Eric Masisi, âgé de 63 ans, qui veut briguer un nouveau mandat de 5 ans. Les élections présidentielles et parlementaires ont lieu ce mercredi au Botswana. 4 candidats sont en lice à la présidentielle, à savoir Douma Boko, 54 ans, de la coalition pour un changement démocratique, Dumlang Salishando, 57 ans, du parti du Congrès du Botswana, Mifato Real Ritil, 57 ans, du Front patriotique du Botswana, et le président sortant Mogwechi Eric Masisi, âgé de 63 ans, qui brigue un nouveau mandat de 5 ans et se présente sur l'étiquette du Parti démocratique du Botswana au pouvoir. L'élection présidentielle se déroule en même temps que les élections parlementaires. Les mandats des députés est également de 5 ans. L'Assemblée nationale du Botswana est composée de 65 membres, dont le président et les présidents des séances qui sont désignés d'office et 57 membres élus par les électeurs. 6 autres membres sont spécifiquement élus par le membre du Parlement. Le taux de chômage élevé chez les jeunes, la détérioration du secteur de la santé et les appels à la diversification de l'économie fortement tributaire des diamants vers d'autres minerais figurent parmi les nombreuses questions électorales soulevées avant le scrutin. 1 million d'électeurs environ sur les 2,5 millions d'habitants que compte le pays étaient inscrits sur les listes électorales selon la commission électorale indépendante du Botswana. Les autorités du pays ont déclaré ce jour férié afin d'encourager une forte participation des électeurs. Le bureau de vote ont ouvert à 7 h, heure locale, et devrait fermer à 19 h. La fermeture des bureaux de vote sera suivie par le dépouillement.
Pour rappel, au Botswana, les électeurs élisent les membres du Parlement qui sont ensuite chargés de désigner le président de la République. Revenons au pays pour parler sport. 30 octobre 1974, 30 octobre 2024, jour pour jour, cela fait 50 ans que la ville de Kinshasa abritait le combat du siècle, un combat qui a opposé deux géants de la boxe, notamment Mohamed Ali et Georges Foreman au stade Tata Raphaël. Au-delà de marquer l'histoire de la boxe au monde, ce combat inspire jusqu'à ce jour de générations de boxeurs congolais. Approchés par nos reporters, certains Quinois se souviennent encore de cette journée, mais regrettent que le 50e anniversaire de ce combat, l'événement qui a braqué les projecteurs sur le pays alors dirigé par le président Joseph Mobutu, passe presque inaperçu. On les écoute au micro de Damaris Kayembe et Yves Massiala. On était encore tout petits, mais je me rappelle de cet événement. Nous avons plus suivi leur préparation. Quand Foreman s'est blessé, raison pour laquelle on a reporté. Nous étions fanatiques d'Ali. Quand il passait, on criait « Ali, tue-le !» Cet événement qui a donné de la valeur au Zaïre, puisqu'on avait vu l'arrivée de beaucoup de Blancs. C'était une très belle période que Mobutu nous a offert. Au combat de Mohamed Ali et Georges Foreman, j'étais encore très jeune, je n'avais pas 10 ans et je vivais pratiquement dans mon village parce que je ne suis pas né à Kinshasa. Et là, nous avons vécu ça, nous qui étions à l'intérieur, on a vécu ça à travers nos radios. C'était d'ailleurs le bon moment que commençaient les FM et tout ça. Nous avons suivi ça, pas en visioconférence ou en vidéo, mais nous avions suivi ça à la radio. C'était rapporté par la radio. Non, il faut reconnaître que presque 80% de la population congolaise soutenait Mohamed Ali. Mohamed Ali avait une histoire qui le mettait au devant de la scène comme défenseur des Noirs. Quand bien même Mohamed Ali était un peu plus clair que Georges Foreman, mais tout le monde a cru, à travers ça c'est la puissance des médias, tout le monde a cru que Mohamed Ali était plus noir que Georges Foreman. En français, inoubliable. Alors, inoubliable, ce qui, moi, bateau, moi, se référait, moi, Mouké. C'est une ambiance inoubliable. Nous avons suivi à travers les médias. D'ailleurs, grâce à vous, on peut s'en souvenir. Mais malheureusement, la nouvelle génération ne connaît pas cette histoire. Cet événement mérite vraiment une cérémonie pour célébrer ses 50e anniversaire. Malheureusement, aujourd'hui, ces combats passent inaperçus. C'est regrettable. Il est temps de prendre le rappel des titres. Adoption par les élus nationaux de deux projets de loi, l'un portant rectification de la loi des finances exercice 2024 et l'autre portant reddition des comptes exercice 2023. Un hélicoptère a connu un crash ce mercredi à l'aérodrome de Ndolo, deuxième aéroport de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, l'on ignore encore les causes de cet accident. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'ici. Au pouvoir depuis 1966, le Parti démocratique du Botswana est bien parti pour remporter l'élection présidentielle derrière la candidature du chef de l'État sortant, Mokwetsi Eric Masisi, et face à une opposition divisée. Place à la revue de presse. Les titres de journaux parus ce mercredi dans une sélection et présentation des Nathan Diamoté, à qui je dis bienvenue. Merci Bedrin Kenge. On ouvre avec ce sujet: contrôle des prix des denrées alimentaires, une mission
du ministère de l'économie nationale. Eh bien, Bédrine, le contrôle des prix de produits de première nécessité fait la une de plusieurs journaux parus aujourd'hui à Kinshasa. Nous commençons ces tours d'horizon avec Africa News et qui rapporte que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, passe à la vitesse supérieure pour faire respecter les récentes mesures du gouvernement relatives à la baisse des prix des premières nécessités. Bédrine, cet hebdomadaire fait savoir également qu'une équipe exploratoire du ministère de l'économie a effectué lundi 28 octobre une visite de contrôle au marché des Gambela et de Massina à Kinshasa sous la conduite d'Albert Kassongo, directeur des cabinets du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. De son côté, le journal Eco News cite l'équipe de la vice-primature en charge de l'économie nationale qui indique que sur les marchés des Kinshasa, la loi est presque foulée aux pieds. Selon ces portails, l'équipe de ces ministères s'est donc rendue compte que de nombreux importateurs se sont mis à installer des chambres froides pour la distribution en semi-gros ou encore en détail de produits alimentaires. À ces sujets, Bédrine, le journal Les Phares note dans ses colonnes intérieures le président de l'association des distributeurs et exploitants de chambres froides a notamment dénoncé des commerçants étrangers qui prennent les relais des gros importateurs bénéficiant justement des exemptions en amont de la part des pouvoirs publics. Et lutte contre les embouteillages à Kinshasa, des mesures s'appliquent sur le terrain, mais c'est la population qui en paye le prix, Nathan. Eh bien, Bédrine, il faut d'abord signaler que cette mesure a été prolongée par le gouvernement à dater d'hier mardi. Info 27 entre en lice et cite le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui signale que les mesures de lutte contre les embouteillages sur les artères de Kinshasa vont se poursuivre jusqu'à ce que les solutions structurelles et durables soient trouvées. Et selon toujours ces tabloïds, ces mesures consistent à mettre en sens unique certaines voies des 5 heures à 10 heures à inverser les sens à partir de 15 heures. Pour sa part, Congo Nouveau Bédrine signale les agents de la Commission nationale de prévention routière en collaboration avec les agents de l'ordre ont installé des panneaux de signalisation pour guider les automobilistes. Les hommes en uniforme seront justement déployés dans les carrefours critiques afin d'accompagner cette transition et éviter tout désordre, annonce cet hebdomadaire. Pour les conducteurs des taxis et taxibus, conclut le journal La Référence Plus Bédrine, cette nouvelle mesure routière les pénalise pour réunir le frais des versements journaliers. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que je vous remercie, Bédrine. Ce journal prend fin. Merci de votre attention soutenue. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.